En marge du sommet du Forum économique Afrique-Russe, le président de la République s'entretient avec ses homologues gambiens et congolais. Le chef de l'État assiste à l'ouverture des travaux du Forum économique Afrique-Russie aux côtés de 41 chefs d'État africains. Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne. Au menu des entretiens, les relations de coopération unissant notre pays et l'Union européenne. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République en marge des travaux du premier forum économique Russie-Afrique. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu aujourd'hui à Sochi des entretiens avec son frère et ami Adama Barrow, président de la République de Gambie. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens permettant de renforcer la coopération au niveau bilatéral et dans le cadre de l'Union africaine, ainsi que le rôle attendu du forum dans le renforcement du partenariat Afrique-Russie et pour davantage d'intégration et de complémentarité entre les pays du continent. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a également eu des entretiens aujourd'hui au Centre olympique d'information dans la ville russe de Sochi avec son frère et ami congolais Denis Sassou Nguesso, président de la République sœur du Congo. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération à de meilleurs niveaux au plan bilatéral et dans le cadre de l'Union africaine de façon à redynamiser les échanges bilatéraux au service de l'intégration et de la complémentarité en Afrique. Ouverture officielle ce matin du Forum économique Afrique-Russie, forum qui se déroule en présence du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux côtés des dirigeants de plusieurs pays africains. Le développement des relations économiques, la création des projets et la coopération dans les domaines humains et sociaux sont les principaux axes autour desquels se déroule cette rencontre. Les détails avec Yedel Fall. C'est en présence du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux côtés des dirigeants de plusieurs pays africains, que les travaux du Forum économique Afrique-Russe ont débuté. L'ouverture de cet événement a été supervisée conjointement par le président égyptien M. Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, et le président russe M. Vladimir Poutine. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président russe a déclaré que cette rencontre offre une excellente opportunité pour le renforcement de la coopération entre la Russie et l'Afrique, afin d'assurer le développement durable et la stabilité de l'Afrique. Les principales séances du forum, a-t-il dit, verront le débat consacré à des échanges sur la complémentarité entre les pays sous le thème l'Union économique Euro-Asie-Afrique, orientation et perspectives de développement des opérations de complémentarité et de coopération. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a souligné que les 5 dernières années ont vu un accroissement considérable des activités des sociétés russes dans certains pays africains dans plusieurs domaines comme les mines, l'énergie et le pétrole. Il a déclaré que les estimations des institutions internationales précisent que le continent africain contient 12% des réserves mondiales en pétrole, 42% des gisements de l'or, 19% de l'uranium, 45% du plutonium et 50% de la demande mondiale sur le diamant. Notant que le volume des échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique a connu un développement constable dans la période 2010-2017 et a atteint au cours des premiers mois de 2018 un plafond de 12,6 milliards de dollars selon les chiffres de la Chambre russe de commerce et d'industrie. Les invités ont assisté à la séance inaugurale dont figure le président du conseil d'administration du comité économique Eurasie, le président de la Chambre russe du commerce et le secrétaire général du groupement de l'Ouest africain. Ce forum économique Afrique-Russie constitue un événement majeur dans l'histoire des relations Russie-Afrique. Il permettra de les renforcer dans les différents domaines. Outre le président de la République, ce forum de 2 jours a vu la participation d'une forte délégation d'hommes d'affaires
et opérateurs économiques mauritaniens. Ici à Nouakchott, le Premier ministre Ismaïl Ould Boud Cheikh Sidia a reçu en audience aujourd'hui l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne dans notre pays, son Excellence Joaquim Durazo. Les entretiens portés sur les relations de coopération unissant la Mauritanie et l'Union européenne et les voies et moyens de les raffermir davantage dans différents domaines. L'entrevue s'est déroulée en présence de la directrice de cabinet du Premier ministre Fatimitou Mintdahi. Les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier sur le partenariat entre les secteurs publics et privés et leur rôle dans la réhabilitation de la main-d'œuvre nationale. Une rencontre organisée par le ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle en coopération avec les partenaires au développement. Les détails avec Abdul. Cette rencontre a été sanctionnée par la signature d'une convention cadre de partenariat entre le ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle et l'Union nationale du patronat mauritanien. Ce partenariat qui a été noué permettra au secteur de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle de développer des modules de formation et planifier des stages de perfectionnement afin de garantir une formation de qualité. Ce partenariat constitue aussi une opportunité pour le secteur privé afin de mieux identifier les besoins en matière d'emploi et satisfaire les demandes. Les temps forts de cet atelier ont été mis en avant. Le deuxième jour a été consacré sur les présentations suivantes. La première présentation est relative sur la création des centres de développement de compétences et le rôle dans la formation des formateurs. Et la deuxième présentation a été consacrée sur le partenariat public-privé. On a accès à ça, c'est des exemples de conseils régionaux de partenariats qui sont déjà créés au niveau de Gorgol pour l'agriculture, au niveau de l'Artenay pour la pêche, et au niveau de Nouakchott pour le BTP. Et il y aura bientôt la création d'un autre centre sectoriel dans les domaines de l'énergie et de l'électricité. Au sortir de ces rencontres, il y avait un ensemble de recommandations qui ont été élaborées à la fin de cette formation. Et parmi ces recommandations essentielles, c'est l'implication davantage du patronat dans l'identification, dans le développement, dans le programme de cursus et dans le suivi même, dans les formations professionnelles. Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mohamed Melaini Ould-Eye, a exprimé sa satisfaction pour les résultats de ces rencontres qui a été sanctionnée par cette coopération entre le ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle et l'Union nationale des employeurs de Mauritanie. Il a ensuite affirmé l'importance de la formation des jeunes dans le cadre de ce partenariat. Le président de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie, Mohamed Zeinaboudine Ould Cheikh Ahmed, a quant à lui fait part des bonnes dispositions de la structure qu'il dirige afin de permettre aux jeunes du pays d'être dotés des capacités et compétences nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins du marché de l'emploi. Activité gouvernementale toujours avec la visite effectuée par le ministre de la Santé au Centre national de transfusion sanguin. L'occasion pour le ministre de se rendre dans les différents pavillons de cette institution et d'avoir des explications sur l'organisation et le fonctionnement du centre. Compte rendu, Bokar là-bas. La vocation du Centre national de transfusion sanguine est de disponibiliser le sang et des produits sanguins qui sont essentiels dans le traitement des maladies du sang et dans les maladies à déficience immunitaire. La fonction essentielle du don de sang est de permettre à la prise en charge des hémorragies grâce à la transfusion sanguine pour les cas de grossesse, d'accouchement, d'anémie sévère de l'enfant dit au paludisme et à la malnutrition, des victimes de traumatismes, de catastrophes et d'accidents. Ainsi, le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nezirou Hamed, a été édifié par la directrice Khadija Touba sur le fonctionnement de la structure dont le rôle consiste à prélever, stocker et distribuer le sang. Justement, la disponibilité et la sécurité transfusionnelle constituent un besoin fondamental dans le système de santé de tous les pays. Et le centre entend augmenter la disponibilité du sang par une augmentation du nombre de donneurs de sang volontaires et bénévoles à travers le territoire national.
Au cours de la réunion, le ministre de la Santé a suivi un exposé sur le fonctionnement de la structure qui a vu le jour en 2002. Ainsi, 24 000 personnes ont fait du don de sang en 2018 et le stock a atteint environ 18 000 poches de sang. 35 000 poches de sang sont nécessaires chaque année. En tout, le Centre national de transfusion sanguine et les 15 banques de sang régionales constituent le dispositif de sécurité transfusionnelle du pays. On ne le dira jamais assez, le don de sang est un acte volontaire, bénévole et non rémunéré, destiné à sauver des vies humaines. Direction à présent le Gorgol, plus précisément la capitale Kaïdi, qui a accueilli une soirée culturelle organisée par les associations locales en faveur de la jeunesse en présence du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Une soirée qui fut l'occasion d'aborder d'importants sujets tels que l'unité nationale et le développement de cette ville. Melika Nekli. C'est au son de l'hymne national qu'a débuté cette soirée culturelle organisée en l'honneur des jeunes ayant participé à l'atelier de renforcement des capacités des jeunes en matière de culture citoyenne et de civisme. À Kaïdi, capitale de la wilaya du Gorgol, en présence du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Oulsid Ahmed, et le wali du Gorgol, M. Cheikh Mohamed Val. La soirée artistique a comporté plusieurs prestations musicales illustrant la richesse du patrimoine culturel. En plus de ces concerts, les participants à la soirée ont pu apprécier des sketchs qui reprennent les thèmes de la culture citoyenne et du civisme. La soirée a été également marquée par la déclamation de poèmes louant les vertus de l'unité et de la cohésion sociale. L'atelier, qui se poursuivra jusqu'au 27 octobre, réunit des jeunes des wilayas de l'ensemble du territoire national afin de renforcer le socle de l'unité nationale. Signature aujourd'hui d'un protocole d'accord avec l'Union européenne sur la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de l'Alliance mauritanienne contre les changements climatiques. L'accord a été signé côté mauritanien par la ministre de l'Environnement et du Développement durable et côté délégation de l'Union européenne par l'ambassadeur chef de la délégation en Mauritanie, Rabi Adeda. Par la signature de ce protocole d'accord pour la mise en œuvre de la phase 2 du programme Alliance mauritanienne contre le changement climatique, notre pays bénéficiera d'un soutien de près de 6 millions d'euros, soit environ 250 millions d'ouguiyas. Soutien financier accordé par l'Union européenne. Mon pays, la Mauritanie, dont l'espace géographique est à prédominance aride et semi-aride, figure parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique, dont nous ressentons déjà les impacts négatifs sur la productivité agricole et la sécurité alimentaire, sur les écosystèmes et la biodiversité, sur la santé aussi, mais aussi sur les activités économiques et les équilibres sociaux, particulièrement dans les régions rurales qui dépendent fortement des ressources agricoles et forestières, et dans les zones du littoral qui abritent plus de 80% des activités économiques, industrielles et touristiques du pays. Le protocole d'accord que nous signons aujourd'hui témoigne de l'intérêt que porte l'Union européenne à la préservation de l'environnement et aux enjeux du changement climatique. Il concrétise en outre une collaboration réussie entre l'Union européenne et mon département, collaboration qui, je l'espère, ira en se renforçant. Je ne saurais terminer sans remercier au nom du gouvernement mauritanien l'Union européenne pour l'appui constant dont a toujours bénéficié notre pays. La cérémonie de signature a été l'occasion pour l'ambassadeur de l'Union européenne en République islamique de Mauritanie d'affirmer que ce programme vise à soutenir l'action du gouvernement mauritanien. La deuxième phase de la MCC concerne 5 wilayas du sud-ouest de la Mauritanie. Et ce nouveau programme correspond à un financement de près de 6 millions d'euros sur une durée de 4 ans sur la période 2019-2022. Le programme vise à soutenir l'action du gouvernement mauritanien par notamment un soutien institutionnel dans une démarche d'intégration du changement climatique, premier point, et d'autre part à réaliser des initiatives locales d'adaptation des systèmes agro-sylvo-pastoraux
pour préserver et restaurer les écosystèmes au niveau des 5 wilayas dans le sud-ouest de la Mauritanie. Il est à noter que la phase 2 du programme Alliance mauritanienne contre le changement climatique sera exécutée sur 4 ans. La capitale a abrité les travaux de la 9e session du comité ordinaire de défense et de sécurité du G5 Sahel avec la participation des chefs d'état-major et les directeurs de la sécurité dans les pays du G5 ainsi que le commandant de la force Barkhane. La rencontre d'une durée de 3 jours permettra d'étudier les volets défense et sécurité dans la région à travers la force conjointe et les instances de formation et d'encadrement militaire des pays du G5. Nous restons toujours avec Rabia. La symphonie de l'armée est jouée en l'honneur de la paix et de la sécurité dont jouit notre pays. Les chefs d'état-major des forces armées des pays du G5 Sahel sont les invités de l'armée mauritanienne pour faire le point sur les sujets phares programmés au cours de cette 9e réunion ordinaire du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel. Permettez-moi tout d'abord de présenter nos condoléances les plus attristées aux autorités et populations des États du G5 Sahel qui ont été récemment et continuent malheureusement d'être victimes des attaques lâches des groupes armés terroristes. Notre réunion aujourd'hui intervient, hélas, dans un contexte marqué par une dégradation inquiétante du climat sécuritaire dans notre espace sahélien. Nous sommes en droit de souligner le progrès significatif jusque-là réalisé, mais force est de constater que le chemin reste à faire en vue de l'accomplissement des objectifs escomptés. Je saisis donc cette occasion pour lancer un appel aux instances compétentes pour plaider davantage pour une rapide mobilisation des financements des projets de défense et de développement au profit du G5 Sahel. Un réel engagement de la communauté internationale en faveur du financement des projets précités demeure fondamental pour l'éradication de l'extrémisme violent, du crime organisé transfrontalier, ainsi que pour le développement durable de nos États. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier sincèrement la force Barkhane et nos différents partenaires techniques, financiers, pour le soutien louable qu'ils apportent à nos actions de défense et de sécurité. Pour sa part, le chef d'état-major des armées du Burkina Faso, président du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel, il a abordé le contexte général de la tenue de cette rencontre. Cette 9e réunion se tient à un moment particulier et les points qui feront l'objet de notre attention استقلالية العدالة. هذه الاستقلالية تتضمن أيضا تعزيز مناخ الأعمال بإدماج المعايير الدولية. نحن عندنا في إطار عصرة القضاء التجاري كل المراجعات التي تهدف إلى مراجعة الترسانة القانونية في المجال تهدف إلى استقلالية العدالة، حتى استقلالية وتخصص العدالة. مثلا ستكون هنالك محاكم خاصة بالقضايا التجارية، محكمة فتعدل محكمة على مستوى الدرجة الأولى، الدور تعدل على مستوى الدرجة الثانية، محكمة استئناف خاصة تجارية. هذا كله يصب في إطار استقلالية العدالة. كما أن جميع المحاور اللي تتضمن كل المحاور في كل محور فيه مسائل تتضمن استقلالية العدالة. زين. تفضل سيدي المستشار. شكرا. في اطار ذا المحور اللي يتعلق باستقلاليه القضاء. استقلاليه القضاء طبعا معروف عنها منصوص عليها في الدستور الموريتاني وتعديلاته كامله، الدستور 91 والتعديلات اللي طلعت عليه 2006 2012 نص على استقلاليه القضاء.
وجميع المواثيق الدولية اللي مصادقة عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية تمشي في ذا المنحى. وفي ذا الإطار هون لابد الاستقلال القضاء بعد من وجود ترسانة قانونية تعود بعد موجودة بمعايير حديثة ومعاصرة، وزيادة على طبعا تعود هذه الترسانة القانونية ماشية مع الوضع اللي ماشي مع 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 الدولة والمجتمع، كما أنه يخدم أيضا مناخ الأعمال، لأن القانون وإحنا قانونين نعدلوه ما نعودوا معدلين على مقاسات موريتان، والقانون يلا يعود اللي ماشي مع مقاسات قوانين العالم تشجيعا للاستثمار. وأي دولة من المعروف أن أي دولة قضاءها ما هو مستقل قطعا، ما يقد مستثمر أجنبي ولا مستثمر محلي يطمئن للاستثمار فيها. وتشدد وجدنا الترسانة القانونية وحيناها، لكن لابد أيضا من تطبيق هذه القوانين. إذا وجدت ولم تطبق سوف لن تتحقق طبعا الأهداف. وفي هذا المجال هون هام الوزارة تعكف على إنشاء لجنة لغربلة النصوص الحالية هي توائمها مع الواقع المعاش حاليا، إضافة لاستحداث خريطة قضائية تتماشى مع واقع الحالي، لأن خريطة قضائية ذيك ياك نتكلموا بلغة هي شيء يفهموا الناس. مثلا أنا هذاك ما فهمت الخريطة القضائية. خريطة قضائية لأن عندنا خريطة قضائية متجهة أساسا بالتنظيم القضائي، وهنا اسمحوا لي شوي، لأن التنظيم القضائي عندنا مرتبط بالتنظيم الإداري، أينما وجدت مقاطعة أينما وجدت محكمة. هي سعدي كذاك فهمت. وهذا هون يقودنا فهم بعض من المقاطعات اللي نقدوا مثلا نجمعوها من حيث الخريطة القضائية، ياك ندمجوا مقاطعتين تعود عندهم محكمة واحدة، ياك نستفادوا من العناصر البشرية، من الكادر البشري اللي عندنا. وقاعد ما تعرفوا كل مقاطعة قاضي خاص. ذاك موجود حاليا. ايوه موجود حاليا. ايوه كل ذاك مقاطعة فيها قاضي. كل مقاطعة موجود فيها. متوازن قاعد مجمعين مثنتين ليش؟ ياك رأت الوزارة دي الخريطة القضائية، هذا تفكير مجرد تفكير. رأت الإدارة دي الخريطة القضائية الحالية تقد تعود من عكس شوية على الأداء. وهون يقودني ان زياده ياك اللي يعود فهم قضاء استقلاليه القضاء تتطلب وجود قضاة متخصصين. وهل من التخصص واضح، مثلا زين فين يعودوا عندنا قضاة متخصصين لا في المجال التجاري، قضاة متخصصين لا في قضاء الأسرة، قضاة متخصصين في المجال العقاري، قضاة متخصصين في القضايا الإدارية. وغير ذا كامل مولي لابد من تحسين الأنظمة الأساسية الخاصة بالكادر البشري اللي تقوم عليه وزارة العدل، خصوصا القضاة وكتاب الضبط وكتاب العدل. هذه هم الفئات الأساسية اللي تقوم عليهم، ناهيك عن أعوان القضاء. وأعوان القضاء هون نقولوه تعني ذي المهن اللي معروفة، المحامين، الخبراء، الموثقين. غير انتم سيد المستشار، انتم قطاعكم، ماني مقاطعك غير حاجه، انتم قطاعكم في واحدين يشتغلوا معاكم ما هم قضاة اصلا، ما كتبوا كقضاة ولا ككتاب ضبط، خريجين قانون وتوبة عاديين ويشتغلوا معاكم. كيفاش مثلا في عندكم موظفين، عند واحد هذا في الإدارة المركزية ربما. الإدارة تفضل ندور نجاوبك، قول لي كيفاش مثلا في الإدارة المركزية. عندك في إدارتكم المركزية في عندكم ناس
تشتغل معاكم، ما هي اصلا قضاة ولا هي كتاب ضبط. صحيح. وعندها دي حاله طبيعيه، لكن قطاع العداله بالخصوص كما يقول على المحاكم اللي يشتغلوا فيها لا قاضي والله كاتب. فهم فم الكادر البشري حاله طبيعيه، فم ادارات فيها مديرين وفيها مستشارين معهم قضاة غير تطلبوا. انا بيجي لي واحد منهم قالوا لي على انهم راتبهم الاساسي يقل من يجيدون الراتب الاساسي للخلطه الاخرى اللي متخصصين في العداله، هم يشتغلوا معاكم طبعا وطور كبار. ذاك كامل قدود لا فهم. انا بعض من ناحيه قضيه راس المال البشري هنا. وفي ذا الاطار اياك تطبيقا للتشريع هذا اللي نعدلوه، نوفر لنا مناخ اعمال يعود متماشي مع الاستثمار، ويشجع رجال الاعمال خصوصا كانوا وطنيين ام دوليين في الاستثمار في قطاع في البلد الموريتاني. تفضل سيد المدير. شكرا. لان نقطه شوي سالت عنها قضيه الاداره المركزيه والوجه لها بعض الموظفين ما هم قضاة ولا هم نقدر نعد مثال منهم مثلا يقيرها الاداره المركزيه اساسا دورها الاساسي هو خدمه القضاء، خدمة المحاكم، توفير له الوسائل، تشخيص المشاكل اللي تعاني منها المحاكم بصفة عامة، وإيجاد لها الحلول والمتابعة والتقييم. معناها أنها جهاز إداري مستقل، ما هو قضائي، جهاز تنفيذي يتبع السلطة التنفيذية كباقي الوزارات الأخرى. لنرجع شوي لنقطة الاستقلالية، عندي فيها تعقيب بسيط. الاستقلالية القضاء هي قاع مضمونة أصلا من الناحية الدستورية من خلال مبدأ فصل السلطات، فهم السلطة القضائية مستقلة عن التنفيذية ومستقلة عن التشريعية، إلا أنها تتطلب ترسانة قانونية محددة بحيث أن القاضي يشعر فعلا بهذه الاستقلالية من خلال الضمانات ومن خلال مودي معرفة الحقوق والواجبات اللي عليه. هذا هو الذي يجعل القاضي يعود